Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2020. Nous voulons faire cette émission autour de l'actualité politique à RDC. Nous savons que certains d'entre vous, vous dormez déjà. En Europe, il doit faire très tôt le matin là-bas. Voilà. Donc, mais vous aurez certainement le temps de suivre l'émission pendant qu'il fera jour. C'est comme un peu la dernière qu'on avait fait, questions-réponses sur l'actualité politique. Bien entendu, l'actualité politique en RDC. Alors, Maman Lisette, pour respecter la tradition, Lisa Monguedou est la première à se connecter, suivie des Faustin Munganga. Bonjour maman, Lisette. Et puis il y a M. Olivier Fouta, il y a Chibangu Kabamba qui me salue, M. Olivier aussi me salue, bonjour. Il y a Oscar Mutumbo Sosa. Marcel Bondo. Ah bon, il est que l'heure pour certains d'entre vous. Voilà. Les amis de l'Amérique du Nord, je crois que oui, certains d'entre eux sont encore debout. C'est plutôt les gens de l'Europe et de l'Afrique. En ce moment, il doit faire très, très tard là-bas. Et puis ceux de l'Asie-Pacifique, ils sont debout. L'actualité en RDC, c'est la suspension du général Delphin Kayimbi, qui était le responsable, le chef d'état-major chargé des renseignements militaires. Vous savez, il a tenté de voyager pour aller en Afrique du Sud. Les services d'immigration l'avaient empêché. Et maintenant, nous apprenons qu'il est suspendu et même remplacé. Mais non seulement qu'il est suspendu, il y a une enquête qui est ouverte à l'encontre du général Delphin Kayimbi. Semble-t-il, il s'est rendu en Afrique du Sud pour aller acheter des matériels, des gouttes. Bon, nous savons qu'au Congo, et comme dans beaucoup de pays, les officiers supérieurs de son rang, avant de sortir, ils doivent avoir la permission expresse du président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées. Il me semble qu'il n'avait pas l'autorisation, d'après l'information que j'ai. Et pour les comptes de qui se rendait-il en Afrique du Sud? Les matériels qu'il allait acheter, d'après les allégations, jusque-là, les accusations contre lui, excusez-moi que je boive un peu d'eau. Ces matériels, c'était pour être utilisé par qui? C'est autant de questions que l'on se pose, et je crois il a été entendu par rapport à ça, et l'enquête est en train de continuer. Donc, nous attendons la conclusion de cette enquête, mais vous savez que c'est un général qui était très influent sous le régime de Joseph Kabila, et c'est le tout premier général de ce rang qui est sanctionné et sur qui une enquête est ouverte. Il y a un autre général qui a été rappelé du front.
il est au Congo, il est à Kinshasa plutôt, il est en ce moment à Kinshasa. Une enquête aussi est ouverte à l'encontre de ces généraux. On l'accuse d'avoir détourné la solde des militaires sous son commandement. Il s'appelle Fall. J'ai oublié j'ai oublié le nom, excusez-moi. Ce général-là aussi est entendu. Il a été souvent à l'est de la République, plusieurs fronts. Donc, il est à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi les voyages du chef de l'État, qui va se rendre incessamment aux États-Unis, où il aura des contacts avec le département d'État. Mais non seulement ça, il va prendre la parole à AIPAC. Donc, AIPAC, c'est un lobby juif qui veille sur la promotion des intérêts sécuritaires d'Israël, ils essaient d'influencer les États-Unis dans sa politique étrangère pour que la politique étrangère des États-Unis ne soit pas au détriment des intérêts sécuritaires d'Israël. C'est un lobby extrêmement puissant. Extrêmement puissant. AIPAC. Il n'y a pas que ça, c'est un lobby juif, c'est vrai, il y a beaucoup de lobbies juifs, mais ça c'est le plus connu et des mots vivants, en tout cas j'ai des mots vivants, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique, la plupart, je dirais 99% des présidents américains, avant de devenir président, quand ils font campagne, s'arrangent pour aller prendre la parole à AIPAC. Il y a un documentaire que j'avais suivi il y a 3-4 ans sur l'influence de AIPAC. Vous voyez à un moment donné Netanyahou, sur le dossier iranien, il tenait tête contre Barack Obama. Et c'est justement parce que AIPAC n'était pas d'accord avec la politique de Barack Obama à un moment donné vis-à-vis de l'Iran. Et la preuve en est que, après qu'ils aient signé les deals sur l'enrichissement nucléaire, quand Donald Trump, qui est pro-Israël, extrêmement pro-Israël, est arrivé au pouvoir, sous l'influence des AIPAC, donc d'Israël et du gouvernement israélien et des AIPAC, Donald Trump a remis en cause de façon unilatérale les deals que l'Iran avait signés avec les États-Unis et le pays de l'Union européenne. Il y avait bien sûr aussi les Nations Unies qui étaient partie prenante. Et les négociations étaient laborieuses pour aboutir à cet accord. John Kerry a fait plusieurs voyages. Cela avait commencé avec Hillary Clinton. Il fallait négocier chaque virgule, il fallait chaque mot, il fallait s'assurer que la souveraineté quelque part de l'Iran est un peu respectée, mais en même temps veiller à ce que l'Iran ne puisse pas se procurer l'arme nucléaire parce que d'après les pays de la sous-région tels que l'Israël et les Qatar, l'Arabie Saoudite, si l'Israël se procure l'arme nucléaire, c'est une menace pour la sous-région. Et finalement, à la surprise générale, Donald Trump a pratiquement révoqué cet accord, il l'a annulé, donc il a retiré les États-Unis de cet accord, et l'Israël avait applaudi. Il y a beaucoup de pays européens l'Union européenne n'était pas d'accord. Aujourd'hui, le président de la France, Macron, essaie de voir comment recoller les choses, mais les États-Unis sont formels, ils ne veulent pas
parce qu'il y avait un rapport confidentiel venant des services secrets israéliens comme quoi l'Iran continuait à s'enrichir en nucléaire, donc en uranium, et que cela constituait une menace pour la région. Alors, cette organisation, elle est super puissante. Barack Obama a parlé là-bas. John Kerry, quand il faisait sa campagne, il avait parlé là-bas. L'actuel président américain, n'en parlons même pas, de lui, c'est pro-Israël. Lui est allé jusqu'à appuyer Israël dans sa démarche de faire reconnaître à Jérusalem comme la capitale d'Israël. C'était d'abord à Tel Aviv, et l'Israël a eu un soutien d'État, c'est le soutien de Donald Trump, et d'autres pays ont suivi et continuent à suivre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où le chef de l'État congolais va aller parler, mais on se posera la question pourquoi il va aller parler dans une organisation qui fait la promotion de la sécurité de l'État d'Israël dans la politique étrangère des États-Unis. Mais écoutez, la sécurité d'Israël ne se limite pas tout au long de sa frontière. Ça va au-delà. Et vous savez que la RDC, comme nous l'avons toujours dit, c'est un pays où il y a une branche, appelons ça comme ça, une organisation. Donc il y a un groupe des Libanais qui sont des pros ou qui travaillent pour Hezbollah, Hezbollah qui est un mouvement proxy qui se trouve au Liban. C'est un mouvement politico-militaire très puissant qui est soutenu par l'Iran. Et quand vous regardez sur la carte, vous voyez dans le Moyen-Orient le pays où l'Iran a projeté sa puissance. Vous prenez le Yémen, vous prenez aujourd'hui l'Irak, vous prenez la Syrie, et vous allez vous rendre que depuis la révolution des ayatollahs, l'Iran est en train d'étendre son influence au-delà de sa frontière. Or, cette région-là, elle est très stratégique aussi longtemps que l'on utilisera le pétrole. D'abord, sur ce point-là, c'est très stratégique. 60% du pétrole vendu dans le monde vient de cette région-là. C'est d'abord pour cette raison que c'est très stratégique. Ensuite, cette région-là est très stratégique. Pourquoi? Parce que la Russie est juste à côté. Donc, l'Europe n'est pas très loin. Et l'Afrique aussi n'est pas très loin. Parce que quand nous parlons d'Israël, vous voyez, il y a l'Égypte, il y a l'Israël, donc déjà, et même le Soudan. Même le Soudan. Donc, pour le président de la République aller parler à la conférence annuelle de cette organisation, c'est une percée, mais ça révèle aussi l'orientation qu'a prise les chefs de l'État. Donc, c'est clair que il est pour la paix d'Israël, et je voudrais rafraîchir votre mémoire. Il y a 3 ans, si ma mémoire ne me trahit pas, le chef de l'État était à Jérusalem. Les photos existent. Il était parti même au mur des Lamentations. Il a prié là-bas. Encore pour la petite histoire, ce n'est pas un secret que je révèle. Le président Félix Tshisekedi, dans son enfance, il avait été quasi adopté par un couple juif qui était au Congo, dont la femme était professeur, le mari était professeur à l'université de Kinshasa, et à l'époque, le fait Étienne Tshisekedi, paix à son âme, était
le numéro 1 de l'ENA, hein, l'École nationale des droits et d'administration. Alors, il y avait un couple juif qui était devenu ami à Étienne Tshisekedi, et c'est par ces contacts-là qu'ils étaient tombés sous les charmes de Félix Tshisekedi. Les archives consultées montrent qu'ils avaient encouragé Étienne Tshisekedi à avoir un héritier politique dans la famille, et que Étienne Tshisekedi n'était pas d'accord. Ils ont fini par les convaincre en disant que la politique en Israël, aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup de pays, c'est aussi une affaire des familles. Et pour eux, déjà à l'époque, ils disaient que Félix Tshisekedi sera un bon politicien. Alors, donc, il a des liens forts avec Israël, contrairement à ce qu'on en pense, et quand il a pris le pouvoir, Félix, quand il a été élu, quelques temps après, il a eu un entretien au téléphone avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il était même prévu, n'eût été des problèmes politiques en Israël, parce que vous savez, Benjamin Netanyahou, finalement, il n'a pas eu la majorité requise qui pourrait lui permettre de continuer à diriger Israël comme il se doit. Il était prévu dans cet entretien que le président de la République du Congo aille en visite en Israël. Ça, c'est sur le plan personnel. Mais entre États, la RDC et Israël, après l'indépendance de la RDC, l'Israël a joué un rôle chez nous. Je l'ai toujours dit, la petite communauté juive qui était là à l'époque et qui est encore plus petite aujourd'hui parce qu'il y a encore les rabbins qui est à Kinshasa, continue à jouer un rôle. Il vous souviendra que le maréchal Mobutu, paix à son âme, dans son parcours militaire, il a été en formation en Israël. C'est là où il a fait la formation parachutiste. Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, les troupes de la DSP étaient entraînées en Israël. Et il y avait même des militaires israéliens, moi je les avais vus à Kinshasa, hein, des instructeurs israéliens qui étaient au Congo. Il vous souviendra aussi que l'Israël, dans sa politique en Afrique, a toujours cherché à garder des liens très forts avec la RDC, compte tenu toujours des minéraux stratégiques qui sont dans notre sous-sol. Et l'Israël, sachant que ses ennemis, si une fois ils se procurent de ces minéraux, qui peuvent être utilisés pour fabriquer des armes à destruction massive, en l'occurrence l'arme nucléaire. Donc Israël a toujours cherché à voir la RDC, les Zaïre à l'époque, de son côté. Le maréchal Mobutu a même eu de problèmes. Le début de sa chute, c'est quand il avait fait son discours dans les années 70, disant, donc, il devait prendre position après la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte, et autour aussi de l'affaire palestinienne, parce que cette guerre avait pour prétexte l'affaire du territoire palestinien. Le maréchal Mobutu avait rompu les relations d'Israël avec Israël. Et quand vous entrez dans les archives, vous allez voir que c'est en ce moment-là aussi que les lobbies juifs, notamment aussi AIPAC, ont commencé à travailler contre le maréchal Mobutu aux États-Unis. Et vous allez voir la suite, quand nous entrons vers les années 80, 2080, les relations entre le maréchal Mobutu et Washington n'étaient plus les mêmes. Donc, apparemment, avec cette conférence,
où le chef de l'État congolais sera orateur. D'ailleurs aussi Netanyahou sera orateur. C'est vrai qu'il va le faire par satellite, parce que chaque année, le premier ministre israélien ne rate pas l'occasion de parler à AIPAC. Et il y a beaucoup d'orateurs qui vont prendre la parole là-bas. Ça inaugure quelque part un rapprochement très fort entre Israël et la RDC. Mais non seulement ça, ça prouve aussi que le chef de l'État est en train là de faire une percée très forte au niveau de l'administration Donald Trump. Retenez cela, parce que dans la diplomatie, il y a des instruments qu'on utilise pour faire entendre sa voix, et des organisations comme celle-ci sont parmi les instruments efficaces qu'on utilise pour faire entendre sa voix, pour avoir des entrées. Donc, vous allez aussi comprendre, par exemple, les sanctions américaines contre les patrons des ce qu'on appelle paix victoire au Congo, hein, contre les gens de Congo Futur. Tout cela rentre un peu dans le cadre de ces rapprochements entre la RDC et l'Israël, dont nous avons la preuve à travers cette invitation du président Félix Tshisekedi. Alors, quand j'ai consulté le tout premier président africain qui a été invité à parler à AIPAC, c'était Paul Kagame en 2017. Je ne sais pas si après cela, il y a un autre chef de l'État, je n'ai pas vu, mais peut-être. Je soupçonne que le président kenyan a déjà pris la parole là-bas. Alors, le président Félix Tshisekedi est l'un des rares chefs d'État africains qui va prendre la parole à AIPAC 2020, donc AIPAC 2020. C'est aussi ça l'actualité. Bon, en dehors du domaine sécuritaire, l'Israël, c'est un pays qui a fait preuve en ce qui concerne, par exemple, l'agriculture. Hein? Et je crois que c'est un secteur qui est prioritaire pour le président Félix Tshisekedi, parce que la RDC a un potentiel extraordinaire dans le domaine agricole. Je pense que ces genres de contacts vont profiter à la RDC dans le domaine agricole, d'autant plus que le chef de l'État a été invité à World Prize Food aux États-Unis, qui est la plus grande rencontre agricole aux États-Unis. Et là-bas, il y a une organisation qui lutte contre la faim. J'ai eu le privilège de rencontrer un fermier qui est devenu un ami, qui est membre, qui m'a même amené dans sa ferme, qui est membre de World Food Prize. Et il m'a parlé à fond de l'importance de cette organisation. Et il est très informé sur le potentiel agricole de la RDC. Et il y a des choses que nous entendons dans la presse, mais il me l'a dit. Il dit non. Non seulement qu'il est fermier, mais c'est un grand agronome, un très grand agronome qui a dirigé des réformes dans le pays où je suis. Et la RDC, c'est un des pays où il veut aller opérer. Alors, quand il m'a dit qu'il était à cette organisation de fermiers aux États-Unis, parce que ça ne se limite pas seulement aux fermiers américains, ils ont des tentacules à travers le monde. Et le but, c'est assurer la sécurité alimentaire, parce que c'est un des domaines les plus importants, les gens oublient, qui permet aux États-Unis particulièrement à affermir son leadership à travers le monde. Il y a des conflits aujourd'hui à travers le monde, et en Afrique particulièrement, à cause tout simplement de la nourriture. Les cafés qu'il y a
à l'est de la République. D'ailleurs, heureusement que la production a repris et ce café est vendu aujourd'hui aux États-Unis. Vous connaissez cet acteur qui veut produire le film sur le Léopold II, cet Américain, Ben Affleck. Il a commencé à aller à Goma pendant que ça brûlait là à Goma. Lui, il est allé à Goma. Il a une organisation sur place. Il a sponsorisé des jeunes pour qu'ils reprennent la culture du café aujourd'hui. Et c'est lui, après les conflits que nous avons connus là-bas, c'est lui le premier qui a encore amené les cafés congolais sur le marché international. Donc, rien qu'à cause du café, on peut avoir des problèmes. Les cafés seulement. Je parle du café. Et voilà, donc, j'espère que ce rapprochement avec Israël, qui est devenu une puissance agricole avec des technologies de pointe, d'ailleurs, Netanyahou a parlé quand il est venu dernièrement en Ouganda, il a parlé de ça. Ils ont développé de nouvelles méthodes d'agriculture avec le... Ah, bon sang, comment ça s'appelle encore? Bon, écoutez, j'ai oublié. Les outils qu'on utilise pour, c'est quoi? Filmer avec l'aide des télécommandes ou bien qu'on utilise pour aller bombarder. C'est quoi ça? Le nom est parti. Bon, ça va venir. Alors, maintenant, on utilise ça aussi pour l'agriculture. Et l'Israël a développé de nouvelles méthodes. Voilà. C'est ça aussi l'actualité. Actualité aussi, c'est cette épidémie qui est en train de faire trembler le monde maintenant. J'ai tellement publié des articles, j'ai tellement informé en abondance qu'il y a eu des gens qui m'ont dit tu es en train d'effrayer les gens. Il y a un autre qui m'a dit est-ce que tu es employé par l'OMS pour informer? Un autre qui m'a dit tu n'as pas autre chose à publier. Coronavirus. Bon, je sais que la RDC et beaucoup de pays africains ne sont pas encore touchés, mais nous ne sommes pas à l'abri. Hier encore, j'ai appelé un médecin, un expert, donc un médecin biologiste et hématologue du Congo. C'est une sommité dans ces domaines-là. Je parlais longuement avec lui concernant ces virus, concernant aussi la chloroquine. J'ai parlé longuement aussi avant-hier avec un compatriote qui est en Chine, enfermé dans sa famille, dans sa maison avec sa famille. Hier encore, on a parlé. J'ai parlé avec une amie hier aussi, qui est très informée. Quand je publie les articles, ce n'est pas pour effrayer les gens. Ce n'est même pas... Je sais que nous, parfois, les Africains, comme un jour, un ami qui épousait qui a épousé une étrangère, donc c'est une dame de l'Occident. Alors sa femme me disait, nous étions au restaurant, elle me dit, mais j'ai toujours demandé à mon mari qu'il me dise ce que nous devons faire les jours qu'il mourra. Chaque fois que je lui pose cette question, il n'aime pas répondre. Il divague. J'ai dit, ah bon, son mari était à côté de moi. J'ai dit, ah bon? Alors je lui dis, écoute, tu sais pourquoi il ne veut pas répondre? Parce que nous, dans notre culture, on ne parle pas de la mort, surtout pas de quelqu'un qui est encore jeune comme ça. On ne parle pas de la mort. Elle me dit, ah bon, vous êtes éternel, vous n'allez pas mourir? J'ai dit non. Dans notre culture, quand tu parles, tu dis à quelqu'un comme ça, tout jeune, que non, quel est ton plan, et après ta mort, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu peux être pris pour une sorcière. Alors, je sens ça dans les réactions des gens. Il y en a qui me disent au nom de Jésus, écoutez, moi je suis chrétien, moi, profondément chrétien. Mais c'est une épidémie.
C'est une épidémie. Nous avons vu les sauterelles partir de l'Afrique de l'Est. C'était d'abord en Somalie, et puis ils se sont retrouvés au Kenya. Aujourd'hui, c'est à l'Est de la République. Nous sommes un pays chrétien, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que certains phénomènes de la nature puissent nous atteindre. Donc, je publie pour attirer l'attention des gens, pour dire que non, ça peut arriver chez nous. Je ne le souhaite pas. Et même si je le souhaitais, ce n'est pas par mon souhait que ça va arriver au Congo. C'est pour que les gens se préparent. Si un pays comme le Japon, avec toute l'infrastructure qu'a le Japon, avec tous les moyens du Japon, ferme les écoles primaires et secondaires pendant une période, comme mesure préventive contre cette épidémie, si un pays comme les Royaumes-Unis, ou disons carrément la Grande-Bretagne, ferme les quelques écoles, il faut voir la psychose que ça crée en Italie. Dans le pays où je suis, aujourd'hui, on a annoncé qu'on va désigner des sites dans chaque ville où les gens pourront se rendre, où il y aura des services médicaux, parce qu'il y a risque que des hôpitaux soient débordés. Mes enfants, ça fait 3 jours, chaque fois quand ils vont à l'école, je leur dis, écoutez, il y a une menace, il y a une épidémie, évitez de saluer vos amis à l'école, lavez-vous les mains, mais en même temps, j'ai pris. Les frères congolais à qui j'ai parlé, qui est en Chine, c'est un chrétien, pratiquant. Il y a des événements sportifs qui ont été annulés en Europe. C'est vrai qu'il y a eu des matchs de Champions League qu'on a maintenus, mais à Lyon, par exemple, il y avait tout un débat. En France, on voulait annuler ce match-là. Pourquoi la venue d'un grand nombre des Italiens? C'est vrai que le coronavirus existe déjà en France, mais pas à Lyon. Il n'y avait pas encore un cas à Lyon. Alors, les Lyonnais étaient inquiets. Donc, nous sommes sur la Terre, le monde est devenu un gros village. Quelque chose qui se passe chez ton voisin, nous devons prendre aussi des précautions. Nous avons un vol chaque jour entre Kinshasa et Casablanca de la compagnie Royal Morocco Airways. Mais quand on dit qu'il y a un cas à Tenerife, en Espagne, quand on dit qu'il y a un cas dans le sud de l'Italie, quand on dit qu'il y a déjà des cas en Algérie et en Égypte, vous n'avez qu'à regarder la carte. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais quand on vous dit qu'il y en a déjà en France, nous avons Air France qui arrive à Kinshasa. Et le mal avec cette épidémie, c'est que vous constatez cela après après des jours que vous l'avez déjà contracté. Et nous connaissons les conditions dans lesquelles les gens vivent au Congo. Chaque jour ici, j'ai dit, il y a des gens qui sont d'ailleurs branchés maintenant, il y en a avec qui je partage, j'ai dit, nous devons beaucoup prier
Parce que si ça arrive chez nous, parfois je refuse même d'imaginer cela. Si ça arrive chez nous, ça sera catastrophique, plus que dans tous ces pays développés. Et le numéro 1 de l'OMS l'a dit. Il a dit aucun pays n'est épargné. Aucun. Et il a dit aussi que l'Afrique n'était pas bien préparée par rapport à cette épidémie. Il y a des gens qui ont dit, bon écoutez, parce que nous, on a eu l'Ebola, nous sommes un pays sous surveillance. Hein. À l'aéroport, au niveau de certains ports, il y a des caméras thermiques pour checker les gens. Mais écoutez, c'est quelques postes frontaliers seulement. Nous avons plus de 2 millions de longueurs de frontières et nous connaissons que nos frontières sont poreuses. L'économie du monde est en difficulté, sérieuse difficulté. Hier encore, je parlais avec cet ami-là qui est en Chine. Il me dit, les restaurants sont fermés. Fermés complètement. Vous imaginez le manque à gagner? Il y a peu de véhicules sur la route. Vous imaginez le manque à gagner? Mais il y a quelques lueurs d'espoir dans tout ça. Il y a le pays tel que l'Indonésie, où j'étais, moi j'étais en Indonésie, j'y ai fait 10 jours en Indonésie. Et quand je suis allé en Indonésie, l'épidémie avait déjà commencé. Je suis arrivé en Indonésie le 18 janvier, le 27, j'ai fait 9 jours, le 27, j'ai quitté l'Indonésie. Mais d'autres amis avec qui nous étions sont restés même une semaine après en Indonésie. Je me souviens avoir averti des amis qui étaient arrivés après à l'hôtel, je leur ai dit, écoutez, il y a une épidémie, nous devons faire très attention, nous sommes dans la région ici, et nous sommes allés en Indonésie en passant par Singapour. Or, Singapour et Chine, d'ailleurs, l'avion que nous avions pris pour rentrer, c'était un avion qui était venu qui a connu un retard d'une heure parce qu'il venait de la Chine où il avait connu un retard et nous l'avons pris pour rentrer dans la ville où je suis, au pays où je vis. Donc, je suis dans la sous-région. Pour être clair avec vous, moi, je suis dans la région Asie-Pacifique. Dans mon quartier, non loin de chez moi, il y a une famille qui était venue de la Chine. Ils ont fait 2 semaines, jour pour jour, enfermés dans la maison. Ils n'étaient même pas les enfants autorisés à sortir dehors. Les gens leur amenaient à manger, on laissait ça à la porte. Et ceux qui amenaient à manger prenaient soin de porter le masque et les gants. C'est sérieux. Je dis c'est sérieux. En fait, pour moi, c'était avec un autre compatriote, c'était un moyen pour nous de lancer les débats parce qu'on n'en parle pas beaucoup à Kinshasa. Or, nous connaissons les conditions hygiéniques à Kinshasa. Bon, il faut y aller sur place. Hein. La promiscuité qu'il y a à Kinshasa. Je ne prends que l'exemple de Kinshasa. Mais comme je disais, en parlant avec des experts, qu'est-ce qu'on a constaté jusqu'aujourd'hui? L'Indonésie, cette épidémie n'a pas atteint l'Indonésie, alors que l'Indonésie est juste à côté, c'est dans la région. Un des éléments qui justifierait cela, l'Indonésie, c'est un pays, les climats un peu comme chez nous, climat tropical. Parlant avec ce médecin spécialiste, biologiste et hématologue, il m'a dit oui, justement, ces virus a du mal à
à fonctionner bien dans des pays où il fait chaud. Ça, c'est le premier élément. Alors, je lui ai posé la question sur la chloroquine. Il m'a dit, oui, ça aide. J'ai dit, mais ça va aider comment? Parce que la chloroquine, ça c'est une maladie virale. La chloroquine avait été fabriquée pour soigner la malaria. La malaria, ce n'est pas une maladie virale. Il dit non, la chloroquine ne soignait pas seulement la malaria. La chloroquine soigne aussi un peu la pneumonie. Or, dans cette épidémie de coronavirus, l'un des symptômes, c'est la fièvre et la pneumonie. Et ce médecin de me dit, ce qui tue vraiment les gens, c'est la pneumonie. C'est comme ça que il y a un message audio qui passe d'un médecin de Congo-Brazzaville qui dit, prenez la chloroquine. Mais, sur ce point, même ce médecin reconnaît que ce traitement-là n'est pas tellement... On ne peut pas compter 100% sur ça. Les études continuent. Mais comme on a l'avantage d'avoir un pays où il fait chaud et il fait très... Il y a un Congolais qui est d'ailleurs branché, qui est à Kinshasa, qui m'a dit Mikolo Moulungo Eza, donc virus wana kutu eko vivre à 2 minutes. Il me dit Moulungo Eza na Kinshasa, virus wana eko vivre. J'ai dit, ah, Dieu nous aime. C'est vrai qu'avec Ebola, les contrôles étaient bien menés. Et puis, il y a eu finalement le docteur Mukwege qui est arrivé avec son équipe. Les choses ont bien marché jusque-là. Mais Ebola, ça s'est déclenché à l'intérieur du pays. Il y a combien de vols entre, par exemple, Mbandaka et Kinshasa? Et puis, Ebola, ce n'était pas Mbandaka d'abord, c'était à l'intérieur là-bas. Donc, on peut, quand c'est parti à Goma, donc on peut déjà faire un contrôle à partir de Goma, les passagers qui montent, qui vont vers Kinshasa, et à Kinshasa aussi un contrôle. Donc, rien qu'au niveau de ces deux aéroports, on peut s'assurer que non, les contrôles il est efficace. Mais quand vous avez ça, ça vient de partout. Parce que ça peut venir je ne sais pas, des loups, je ne sais pas moi, hein? Et nous sommes un pays, nous avons 9 voisins. Quand on parle de l'Égypte, on croit que c'est loin. Mais l'Égypte n'est pas loin du Soudan. Et nous faisons frontière avec le Soudan. Et d'ailleurs, on a estimé, parce que le Congolais qui est en Chine, là, il m'a dit que cette histoire a commencé au mois, enfin, à sa connaissance, il avait eu la première information au mois de novembre. Au mois de novembre. Or, quand vous regardez du mois de novembre jusqu'à ce qu'on déclare qu'il y a l'épidémie, il y a eu combien d'avions qui sont partis de la Chine pour Kinshasa? Est-ce que pendant, à partir du mois de novembre, jusqu'au moment où on a dit, bon, maintenant, il faut prendre des mesures, vous pensez qu'il n'y a aucun navire qui est venu de la Chine pour accoster, je ne sais pas, à Boma ou Matadi? Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des gens qui étaient porteurs de ces virus, mais arrivés au Congo, avec le climat qu'il y a là-bas, le virus n'a pas survécu. C'est fort possible. Et même le médecin n'exclut pas ça. On n'a même pas eu le temps de constater, non, ben, ça n'a pas survécu. Certainement.
C'est un problème très sérieux. Sur le plan économique, on va voir dans les jours qui viennent. Ce n'est pas que je m'en réjouis, je constate. L'ancienne gouverneure de la Banque centrale des États-Unis, celle qui était nommée par Barack Obama, elle avait déjà dit les 13 que cette épidémie risque de plonger l'économie américaine dans la récession. Déjà le 13 février. Et elle n'était pas le seul. Dans le pays où je suis, nous les ressentons déjà. Notre monnaie ne fait que chuter. Mais c'est une des économies les plus stables dans le monde. Je dis bien dans le monde. Donc, continuons à informer nos frères qui sont au Congo. Ce n'est pas pour créer la panique. Quand les gens sont informés, c'est déjà une bonne chose. Ils peuvent prendre des mesures pour diminuer, tant soit peu, la contagion. J'ai publié une série de règles. Moi, je ne suis pas médecin, mais c'est des règles que beaucoup, j'ai fait la synthèse, notamment le pays dans lequel je suis, aux États-Unis, le président Donald Trump, qui minimisait cette affaire, il a fini par faire appel à des experts pour tenir une conférence de presse. Bien qu'il minimisait, mais les experts ne minimisaient pas. Parce qu'ils ont un centre de contrôle et de la prévention et de contrôle des maladies et des épidémies. Je les ai suivis. Jusque-là, il n'y a pas un vaccin. C'est vrai que les chercheurs, les scientifiques sont en train de travailler d'arrache-pied, mais ils ont dit qu'il n'y a pas encore un vaccin. Donc, il n'y a pas encore de solution. C'est aussi ça l'actualité. Si je mets ça chaque 2 minutes, chaque 5 minutes, ben c'est ça l'actualité. Il faut aller sur CNN, il faut aller sur Sky News, il faut aller sur RFI, il faut aller sur, je ne sais pas, France 24, BBC. Tous les grands médias du monde parlent de ça. Pourquoi nous, les Congolais, on ne veut pas en parler? Ah, yo lingi, malade on est na lingi te. To lingi malade on est te. To lingi ne pas à l'informer. C'est vrai que ça peut créer la panique et cette panique aura des effets malheureux sur l'économie. Mais qu'est-ce que vous voulez? La Chine a essayé de cacher ça parce qu'ils avaient peur que ça puisse avoir des effets sur leur économie, mais le monde a fini par savoir qu'il y a un problème là-bas. Je vous recommande encore de suivre un documentaire qui est sur mon mur. C'est un documentaire fait par une équipe de journalistes australiens. C'est alarmant, c'est inquiétant. Tant que dans le communauté, au monde, est-ce que vous pensez que les Japon, ils peuvent fermer les écoles car après on a plaisir? Non. L'Angleterre, ils ont fermé certaines écoles. Il y a un rapport confidentiel qui dit, ben, si ce que j'ai ma proportion à ma casse, ils seront débordés. On parlera à peu près d'un demi-million de morts. Voilà, des pays qui ont une administration, l'État Zali, un moyen. Boka Bamboka na biso, hôtel, hôpital, la guitare mobile, hôpital ou bizani? La guitare mobile, mama yemo. Nous avons Libana, nous avons vu, mais ceux qui n'ont côté, est-ce qu'ils n'ont pas? Mais nous prions. D'abord, c'est un avantage que, bon, le climat est en notre faveur, espérons. Mais il y a des experts, d'autres médecins qui pensent que non. Ce n'est ni le climat qui justifie cela. Il
Ils ne savent pas encore, hein, mais l'Afrique n'est pas épargnée, donc la RDC n'est pas épargnée. Voilà. Mais jusque-là, Dieu merci, il n'y a pas de cas. Et même s'il y en avait, en tout cas, je disais hier à une infirmière d'un grand hôpital de Kinshasa, qui travaille d'ailleurs dans un labo, moi je lui ai dit, dis-moi la vérité. Est-ce que vous n'avez pas un cas? Il m'a dit, jusque-là, il n'y a pas un cas. J'ai dit, mais même s'il y en avait, est-ce que vous saurez? Il dit, ben, il y a des symptômes et puis nous faisons des examens. Nous sommes quand même le plus grand, un des plus grands hôpitaux, et sinon l'hôpital le plus prestigieux de l'État à Kinshasa, à Gombe. Il dit, mais elle n'a pas exclu que, bon, à la faveur du climat, quelqu'un peut contracter ça et puis, bon, le virus ne tient pas. Hein. Il y a toujours des cas qui échappent, mais il dit officiellement, il n'y a rien et l'OMS Congo n'a rien signalé. Des centres de santé à travers le pays n'ont encore rien signalé dans ce sens-là. Il dit c'est quelque chose qui se répand si vite que si quelqu'un a cela, dans les 5 jours qui suivent, il y aura beaucoup de gens qui vont attraper cela, donc la nouvelle va se répandre très vite. Les chiffres qu'a donné la Chine, ce n'est pas exact. On parle de certains villages où on est arrivé, pratiquement tout le monde avait cela, parce que les hôpitaux sont débordés. Et c'est comme et puis on a achevé tous ces gens-là. Parce qu'en fait, ils sont devenus une menace pour garder Bango. Ils n'auront pas les soins les mêmes jours parce que l'hôpital a débordé. Bazo spray, bazo pulvériser nini sur Bango comme des banyama. Après, bon, il faut les achever. Parce que ça, c'est la quarantaine définitive, non? Tu vas regarder, bon, allez, bon, les Kabango. Pendant les quarantaines, il y a Souka. Pour ça, on va conduire comme il faut une quarantaine. Donc, tout ça m'a au sérieux. Même si on est dans un pays, à Liban, il faut qu'on s'en là, mais prendre aussi des précautions. Donc, tout ça, la gloire de rendre, tout le monde a pu faire un microbe. Bon, bah, maintenant, on est belé dans le Congo, on est là pour aller. Allez, maintenant, je prends des questions, des commentaires sur tous les sujets, s'il vous plaît, s'il y en a, et puis on va réagir. Monsieur Olivier Moufouta a dit il est 3 heures du matin à Kinshasa et une pluie commence timidement. Alors, quand la pluie commence à Kinshasa, c'est un autre problème. C'est des inondations, c'est Zambassou. Massamba dit quoi? Ah, Massamba Messali. Ok. Bonsoir, Massamba. Ah, merci, maman Gilette. Les drones, voilà. Nous, comme on m'a bangé. Les drones, voilà. Quand je parlais d'Israël, tout ça. Merci, merci. Merci aussi, Thibaut Kabamba, des drones, oui. Et puis, il y a Isidore qui dit bonjour à Anglo-Congo. Selon vous, la suspension du général Kaïmbi n'est-il pas influencée par la visite des hauts dignitaires américains? En partie, oui. Pour ceux qui avaient suivi mon analyse quand Peter Pham était venu au pays, après qu'ils aient rencontré Kabila, j'avais un peu expliqué pour dire que non, je crois que leur message auprès de Kabila, ce n'était pas un message de détente. Hein, parce que pendant leur visite, ils avaient un seul message, nous sommes contre la corruption et contre la violation des droits de l'homme. Et ils ont dit aussi, ils ont parlé, c'était les noms des généraux qui ne veulent pas voir dans la chaîne des commandements, parce qu'ils disaient que cela les empêche à financer la réforme de notre armée et à appuyer notre armée à l'est de la République. Alors je disais, un tel message n'arrange pas Kabila. On connaît, lui et les siens, la corruption c'est comme l'ADN.
Et puis, c'est pendant qu'ils étaient là, ou bien avant même que Peter Pham ne vienne, l'Union européenne avait carrément refusé d'élever les sanctions sur certains officiers et d'autres personnalités congolaises qui sont sous sanctions. Donc, j'avais dit, par rapport à ces éléments ici, je ne pense pas qu'ils sont venus avec un message qui arrangerait Kabila et les siens. Et je pense, avec beaucoup de modestie, que la suite me donne raison. Le monsieur a été entendu et il est suspendu, bien que le porte-parole de l'armée ne l'a pas encore dit, mais toutes les sources dignes de foi disent qu'il est déjà remplacé. Il y a quelqu'un qui fait l'intérim, un autre général, et il a été entendu et l'enquête continue. Donc, je pense que quelque part, il y a aussi une influence dans ce sens-là. Et on connaît le général Kayimbi. Vous savez, quand Kabila tentait de rester au pouvoir au-delà du délai constitutionnel, l'un des scénarios qu'ils avaient imaginé, c'était de créer l'insécurité pour ne pas permettre à la CENI de se déployer à travers la République et ainsi justifier les retards. Et il y a un grand journal américain, The Foreign Affairs, qui avait fait une enquête et qui avait découvert que en 2016, je crois que c'était au mois d'août, oui, Kayimbi était parti en mission pour rencontrer les chefs des groupes armés, notamment des Nyatura, pour leur dire qu'il n'y aura pas élection, il y aura la guerre, préparez-vous, nous allons vous équiper. Ce sont les paroles du journaliste, ce journaliste américain qui avait parlé avec ces chefs rebelles. Il y a deux factions de Nyatura, et donc, c'est pas étonnant qu'ils soient visés. En dehors de ça, il y a d'autres choses. Donc, je pense que c'est un signal très fort. Ils ont une liste de généraux. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Mais c'est aussi, il faut le dire, c'est une décision très grave que le gouvernement a pris, y compris le président de la République. Ces gens-là sont non seulement qu'ils sont très influents, mais vous savez, notre armée, la plupart des généraux, hein, ils ont comme une sorte de milice dans l'armée, c'est-à-dire des gens à eux dans l'armée. J'espère que toutes les mesures sont prises pour qu'ils ne puissent pas déstabiliser le pays, d'autant plus qu'ils savent que un jour peut-être ils vont répondre devant la justice. Et l'ampleur des crimes commis au Congo fait que si tu es impliqué, tu chercheras à maintenir le statu quo parce qu'au cas où le statu quo n'est plus là, le reste de ta vie, tu risques de le passer en prison. C'est ça la difficulté que nous avons chez nous aussi. C'est pour cela que ces gens-là s'y accrochent. Donc c'est une décision très très grave qui peut conduire à des représailles venant de leur part. Mais qu'est-ce que vous voulez je crois que le président de la République et le gouvernement sont obligés, pour ceux qui veulent vraiment les changements, sont obligés de le faire avec tous les risques, mais ils sont obligés de le faire. Sinon, on ne verra même pas un début de changement du côté de l'armée et dans d'autres secteurs. Allez, Adrien Kalombo, qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir, AG. Est-ce que Félix a finalement compris qu'il frappe ces gens? Bon, il a finalement compris, bon, c'est comme s'il ne comprenait pas. Bon, écoutez, ce n'est pas aussi comme les gens pensent, c'est pas un jeu d'enfant, on a affaire à c'est pas des gens, des enfants de cœur, là. Non. C'est des décisions très graves. En principe, un pays comme les nôtres, si on veut vraiment bien faire les choses, il faut un changement de genre
une grande révolution où vous chassez tous ces gens et vous les arrêtez en une fois. Mais malheureusement, on n'a pas eu une société civile, on n'a pas eu un peuple. Il est courageux, c'est vrai, mais qui s'est levé en un seul moment comme ça, encore plus, il faut avoir des complices dans l'armée. Ce n'est pas le cas de la RDC. Les gens sont entrés dans la rue, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais on a vu la répression venant du camp Kabila. Alors, l'option, c'était d'aller en négociant petit à petit, et apparemment, ça paye. Mais ce n'est pas des choses qu'on fait par sentiment, parce que Nani Komo Namutu tel était, général tel était. Mais demain, on te trouve, tu es mort. Les gens les disent facilement à 8 000, je ne sais pas, à 30 000 km ou à 50. Ah non, allez à Kinshasa, dites que bon, toujours quand la générale était le lobby. Donc, c'est des choses, il faut aller, il faut le faire avec beaucoup de tact. Nous parlons. Oui, mais c'est souvent une sorte de réactions émotionnelles aussi. Le problème n'est pas de comprendre. On a compris il y a longtemps qu'il faut frapper ces gens-là. Pas maintenant. Ça, c'est tout le Congo. Tous les Congolais savent qu'il faut. Depuis longtemps. Mais combien on fait cela? Il faut même prier pour le chef de l'État. Pour qu'il arrive à prendre une telle décision. J'ai dit, il faut prier. Même quand nous parlons de l'histoire des Libanais, là, des Hezbollah, de l'Iran. Mais ce sont des monstres. Ce sont des monstres. C'est des choses, quand tu les déranges, tu les attaques. La vengeance, c'est une règle. Ne prenons pas ça pour des choses. Hein? Tu entres seulement au pouvoir aujourd'hui, tu vas dire, mais tu meurs les jours suivants. Tu meurs. Il y a une complexité dans ces histoires-là qu'on n'a pas l'idée. J'ai toujours dit, nous avons la chance que ceux qui étaient du côté de ces gens-là veulent voir aussi un changement. Cheminons avec eux. Cheminons avec eux, alors... Mais si on veut aller très vite, on n'aura même pas ces changements-là. Je prends toujours l'exemple des Jean-Pierre même avait une armée. Une armée avec des militaires formés. Et puis l'opinion était en sa faveur à Kinshasa. Est-ce qu'il avait gagné cette guerre-là? Un, il a dû fuir dans une ambassade. Deux, il a dû négocier son départ du pays. Trois, il avait fini par entrer dans la prison. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est pas... Non. On a tué beaucoup de gens au Congo, là. Et ces gens-là, ils sont là. Oui, c'est bien. Mais tu as le moyen de rendre ces changements-là réels, de les concrétiser. J'ai dit, il faut prier pour le chef de l'État. Quand vous avez affaire à Hezbollah, c'est classifié comme une organisation terroriste. Ils peuvent enlever ton frère, ils peuvent enlever ton enfant. Ils peuvent plastiquer quelque chose là, tout le monde meurt. Parce qu'en fait, nous sommes impliqués. Je vous ai parlé de l'histoire de l'AIPAC. Nous sommes impliqués, non seulement c'est notre propre guerre, mais nous sommes impliqués dans les guerres des autres puissances,
où ils ne se pardonnent pas. Ils ne se pardonnent pas. On a tué un officier supérieur iranien, il y a eu des représailles. Il y en aura encore peut-être. Commençons à apprécier d'abord le peu que nous avons gagné. Consolidons cela et cherchons à que cela s'agrandisse, mais ça se fera dans le temps. Même quand les gens prennent l'exemple de l'Angola, là, mais c'est dans le temps. Ces gens-là sont friqués, ces gens-là, ils ont les moyens d'avoir des informations. Il y a encore dans les systèmes étatiques du Congo, là, c'est plein de gens qui travaillent pour Kabila. C'est plein, dans l'armée, tout ça. Parce que vous n'allez pas faire venir des gens de Brazzaville, des Congolais de Brazzaville pour venir les remplacer. Donc je pense que nous devons prendre cet élément-là en considération. Vous voyez, pour que Barack Obama ordonne l'attaque contre Bin Laden, ils sont allés dans les sous-sols hein, et lisaient les livres d'Hillary Clinton pour voir les conditions, comment on les a appelés, et comment c'était plusieurs fois reporté. Et ils ont des moyens que nous n'avons pas. Mais quand Hillary dit, elle vous explique comment c'était grave, l'émotion qu'elle avait. Très au sérieux, il ne s'agit pas, non, il a compris, non, comprendre, tout le monde a déjà compris il y a longtemps. Tout le monde a déjà compris il y a longtemps. Allez, je prends quelqu'un d'autre. Excusez-moi, mon frère, mais nous sommes en train de causer, ne prends pas ça de manière personnelle. Je voudrais seulement relever un peu ça. C'est comme on dit en anglais, it's a deadly game. C'est un jeu mortel. Tu commets l'erreur, yomogoliki. Et c'est de part et d'autre, même les Américains là. Par contre, liquider, tu ne fais pas ce qu'ils veulent, bah liquider. Lumumba, très populaire qu'il était, a liquidé. Et le monde a continué. Moussa est parti. Isidore Tambo me pose la question. Il dit bonjour à Anglo-Congo. Selon vous, la suspension de. Ah non, ça, j'avais déjà lu ça. Angelvis Boisbois dit que dites-vous sur la suspension du général Kaïmbi? Donc, j'ai déjà répondu quand je répondais à Isidore. Adrien, oui, je viens de te répondre. Franklin Katoud a dit le président Tshisekedi est invité au forum républicain pro-juif. Non, c'est même pas républicain, c'est bipartisan comme on dit. Hein? Donc, AIPAC, c'est pas républicain. C'est vrai que maintenant, il y a un président républicain. Hein? Si tu rentres dans les images, tu verras que les Bush-père, Bush-fils sont passés là-bas pour faire les discours. Et qui Clinton, hein, le mari, Bill Clinton, Hillary Clinton. Hein? J'ai parlé aussi de John Kerry, Barack Obama lui-même. Barack Obama a fait un discours là-bas avant d'être élu la première fois. Barack même il est allé même jusqu'à Tel Aviv. Un des maires de Tel Aviv lui avait dit, le maire de Tel Aviv d'ailleurs lui avait dit que tu seras le futur président des États-Unis. Ça existe, les images existent. Moi, j'ai suivi ça sur France 2. Donc, ce n'est pas bipartisan. Il est invité là-bas, c'est vrai. Vous posez la question, quel sera l'impact le premier président congolais qui aura dans les relations diplomatiques et économiques entre la RDC et les États, d'une part, le Congo-Israël d'autre part. J'en ai parlé. Si vous êtes entré en retard, vous allez suivre encore
rejouer encore la vidéo. Donc, et puis bon, vous allez comprendre. J'ai expliqué quel est l'impact de cette invitation et le fait qu'il va parler là-bas. Donc, à ma connaissance, après Paul Kagame, il est le deuxième chef d'État africain, mais je dois continuer la recherche. Je crois que le président kenyan aussi est passé là-bas une fois, je crois, mais il faut que je trouve dans les archives. Et puis vous dites, sachant que Paul Kagame jusque-là était le deuxième président africain invité à Valada, vous me dites même, moi à ma connaissance, il était le premier. Y a-t-il à dire que Kagame risque d'être contourné cette fois-ci? Écoutez, Kagame nous hante. Bon, moi je pars du point de vue, quand nous parlons de Kagame, soyons raisonnables. Vous pensez vraiment que Kagame pèse devant les Américains? Il ne pèse pas. Je répète que Kagame ne pèse pas. Et je vais ajouter une chose. Kagame, c'est un pion. Je ne dis pas il fut. Il est encore un pion des Américains dans la politique des Américains, notamment dans notre sous-région des Grands Lacs, mais aussi sur le continent africain. Il est encore un pion des Américains. Mais il ne joue plus les rôles qu'il jouait avant. Il n'a plus ce mandat-là de la part des Américains concernant les dossiers RDC. Jamais les Américains ont vendu la RDC à Kagame. Jamais. S'ils pouvaient vendre. Voici mon analyse. Kagame étant encore un des pions, je dis bien un des pions des Américains sur les continents, il fait les jeux des Américains, les nouveaux jeux des Américains, il est impliqué parce que sa survie aussi en dépend. Comme le faisait le maréchal Mobutu, comme le fait l'actuel président de l'Égypte, Sisi, comme le fait l'Angola. C'est vrai qu'il peut apporter quelque chose de personnel, étant donné que c'est notre voisin, étant donné que ses troupes étaient entrées au Congo, étant donné qu'il a encore quelques personnes dans les systèmes, c'est vrai. Mais il n'a plus le pouvoir, le mandat qu'il avait à l'époque, le poids qu'il avait venant des Américains sur les dossiers Congo. Qu'on ne vous trompe pas. Vous savez que le Rwanda voulait la balkanisation du Congo, c'est-à-dire prendre les Kivu. Mais qui ont empêché le Rwanda? Ce sont les Américains. Même les pays européens voulaient la balkanisation. Parce qu'en fait, les Européens se plaignent. Le Congo dans son entièreté, sous l'influence des Américains, les Européens ne gagnent pas grand-chose. Ils souhaiteraient que le Congo éclate, que les Américains prennent un morceau, le plus gros, et qu'ils récupèrent les autres morceaux. Si les Américains tenaient à la balkanisation du Congo, elle aurait déjà eu lieu. Parce que le pays était déjà balkanisé, dans les faits, il était déjà balkanisé. C'est normal aussi, l'histoire est très récente, qu'on voit Kagame partout, dans tout. Je comprends. Vous pensez vraiment que le président Félix Tshisekedi est à la solde de Kagame? Je ne dis pas à vous, je réponds à l'opinion de manière générale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Kagame s'est tout simplement adapté. Je vais vous renvoyer à la visite d'Hillary Clinton en 2009 et à l'interview qu'avait faite l'ancien ambassadeur américain au Congo, qui est devenu journaliste à Chicago. Il s'appelle
Daniel Simpson. Il parlait, parce que ces histoires que nous vivons, c'est un plan qui a été déjà établi, mais on est en train de l'exécuter dans le temps. Déjà à l'époque, quand Hillary Clinton est arrivée, elle n'a pas mis ses pieds au Rwanda. Il vous souviendra aussi que Barack Obama est arrivé en Tanzanie, il n'a pas mis ses pieds au Rwanda. Cet ancien ambassadeur qui était invité des RFI matin, il dit quoi? On lui pose la question, mais pourquoi Hillary Clinton arrive à Goma, mais il ne va pas au Rwanda? Il dit, parce que la politique étrangère des États-Unis en Afrique, et particulièrement dans cette région-là, a changé. Et il ajoute, ceux qui connaissent le coin, Goma, c'est un jet de pierre de Gisenyi. Mais Kagame déjà a du mal à mettre le Burundi sous son contrôle. Le Burundi, c'est un petit pays. Il a du mal à mettre le Burundi sous son contrôle. Nkurunziza lui tient la tête. L'Ouganda mêmement. C'est parce qu'ils savent que le Rwanda n'a plus ce poids-là sur les dossiers qu'il avait dans la sous-région, et particulièrement sur les dossiers Congo. Alors, c'est stratégique de la part de Kagame de faire les jeux des Américains dans les dossiers congolais maintenant. Les jeux qui a changé. Et le président Félix n'a pas intérêt à chercher à l'affronter parce que lui, Kagame, il est redevable aux Américains. On les surveille. Est-ce que tu fais bien les jeux? Tout comme le président angolais. Vous l'avez vu quand Kagame était président de l'Union africaine, sous l'influence de certains pays qui étaient à la solde de certains pays européens. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Même quand ils avaient initié qu'on revienne sur les résultats des élections, leur idée, ce n'était pas d'enlever le président Félix Tshisekedi. L'idée, c'était le plan de sortie dont vous entendez parler aujourd'hui. Plan de sortie, hein, c'est-à-dire l'idée, c'était quoi? On dit, bon voilà, les élections ne se sont pas bien passées. Mais comme l'objectif principal des Américains, et sur ce point-là, ils ne voulaient pas négocier, c'était de voir Kabila partir. Kabila n'allait pas rentrer comme président. Ça allait toujours être le président Félix Tshisekedi. Mais faisons une transition et organisons d'autres élections où ceux qui étaient exclus vont rentrer dans la course. Ces plans de sortie étaient déjà là. Les plans de sortie dont l'un des opposants parle aujourd'hui étaient déjà là. Et le président zambien avait eu la maladresse, moi j'ai la déclaration, d'en parler déjà à l'époque. Son ministre des Affaires étrangères s'est même rétracté devant la presse. Et ce sont les Américains qui ont dit niet. Kagame serait venu à Kinshasa. Je vous épargne le détail. Ils ont dit niet. La Cour suprême s'est prononcée. Voilà. Parce que quand vous suivez le Tubor Nagui, il est venu en France, la presse française essaie de les taquiner. Il dit, mais non, vous n'allez pas, quelqu'un qui n'a pas organisé les élections, il les gagne, et puis vous venez dire, ah non, mais non, il faut s'en prendre à celui qui a organisé, si jamais il y a eu tricherie. C'était un signal fort quand Kagame n'a pas pu venir à Kinshasa, l'Afrique du Sud lui avait résisté, tout ça. Et puis, entre les États, là, c'est les rapports de force. Hein. Quand on parle de l'Afrique du Sud, là, les Rwandais ne peuvent pas tenir tête, même pas 2 minutes.
Si le Rwanda tenait tête avant, c'était à cause des États-Unis. Ce n'est plus le cas. Kagame, on lui a fait un coup de fil. Un coup de fil. On lui a dit, retire les troupes de M23 dans les 48 heures. Il les a retirés sous la caméra. Mais c'est vrai que Kagame, il a fait une grande diplomatie pendant qu'il était au pouvoir, grand lobbying. Mais quand on va se retrouver là-bas, si les gens qui l'ont soutenu nous soutiennent, mais où est le mal? Nous, on regarde qu'est-ce qui est à notre avantage. Si on se rencontre là-bas, ce n'est pas un problème. Nous, on regarde nos intérêts. Parce que nous ne sommes pas, nous parlons beaucoup, mais nous ne sommes pas en position, nous, en tant qu'État aujourd'hui, de faire face à certains États. Nous sommes un pays faible. Franklin Katunda revient et dit, ah non, non, ça c'est Isidore Tamodi, est-ce que cela n'influence pas notre souveraineté? Bon, la notion de souveraineté là, moi j'aime bien, mais je vous ai dit que le monde est devenu un gros village. D'ailleurs, je doute beaucoup de la souveraineté quand nous prenons ça de manière absolue. Quand vous avez été colonisé, surtout un pays africain, après, vous obtenez l'indépendance, vérifiez tous les pays africains qui ont été colonisés. Même certains pays dans d'autres régions du monde, après l'indépendance, très peu sont arrivés à avoir une vraie souveraineté. Vous voulez dire par rapport au Rwanda? Si c'est par rapport au Rwanda, je comprends. Mais comme j'ai expliqué, le Rwanda n'a plus ce poids-là. Et même sur le plan économique, vous savez, si aujourd'hui il y a la guerre entre la RDC et le Rwanda, je dis bien s'il y a la guerre, le Rwanda finira par perdre cette guerre. Vous savez pourquoi? Si nos militaires tiennent, parce que le Rwanda n'a plus le moyen de l'époque, quand ils ont envahi la RDC avec l'Ouganda. Sur le plan économique, le Rwanda n'a plus le moyen. C'est un pays qui vit grâce à l'aide au développement. 60% de son budget vient de l'extérieur. Et dans les 40% là, son budget est alimenté par la vente des minéraux qui viennent du Congo, qui vont au Rwanda de manière clandestine. Juste tel que nous sommes là, si on dit qu'il y a une guerre, ils vont peut-être prendre une partie du Kivu rapidement, mais ils ne feront plus ce qu'ils avaient fait à l'époque. Ce n'est pas à leur avantage aujourd'hui qu'il y ait la guerre. Mais c'est à leur avantage de chercher à s'adapter à la nouvelle donne qui est dictée, il faut le dire clairement, par les Américains. Et c'est ce que Kagame essaie de faire. Franklin Katunda revient, il dit, s'il vous plaît, information est confirmée par le site d'AIPA que l'étude est l'organisation depuis ici aux États-Unis. Oui, c'est confirmé. Luki Kaboudi dit, do you live in NO? Ah, tu veux dire Nouvelle-Zélande ou quoi? Oui, parce que tu as ajouté ça ici. Non, je ne vis pas en Nouvelle-Zélande, donc je ne veux pas en parler. J'ai toujours pas voulu dire où est-ce que je vis. Mais je vis dans la région Asie-Pacifique. Ça peut être au Japon, peut-être que je suis en Chine, peut-être que je suis en Singapour, peut-être qu'en Nouvelle-Zélande, peut-être qu'en Australie, peut-être que je suis dans l'île Fidji, l'île Tonga, hein,
peut-être, il y a beaucoup de pays dans la région Asie-Pacifique. Gelvis Bouabouadi, que pensez-vous sur cette histoire des sautes des moutons? Kamer est-il impliqué? Non. Écoutez, je ne suis pas à mesure, moi, de dire qu'Amer est impliqué. Il y a une enquête qui est en cours. Soyons patients. On saura. Ça serait hasardeux pour moi de dire qu'Amer est impliqué, alors que peut-être qu'il n'est pas impliqué. Ces gens à lui, ses proches, ont des arguments. Il y en a qui disent les choses ont changé, le décaissement des travaux ont commencé à avoir des problèmes quand le nouveau gouvernement est entré en place. Avant cela, tous les projets étaient exécutés avec grande vitesse. Ils n'ont pas tort. C'est quand le gouvernement est arrivé, avec le nouveau Premier ministre et le ministre des Finances, que les décaissements ont commencé à poser des problèmes. Ils n'ont pas tort. Mais de là à dire que Kamer est innocent ou coupable, je ne saurais pas dire cela. Attendons l'enquête, on verra. Mais je crois que cette enquête va aboutir. Je suis sûr que l'enquête va aboutir. Il y aura des gens qui seront sanctionnés. D'ailleurs, parce qu'on a déjà procédé à des arrestations. Adrien Kalongo dit, since the president has asked for his own cabinet to be audited, what would be your advice for his next cabinet casting? Who would you like to see as his new chief of staff? Bon, il faut que je traduise en français. Il dit, parce que maintenant que le président a demandé que son cabinet soit audité, quel sera mon conseil pour les choix qu'il fera pour son prochain cabinet et qui est-ce que je voudrais qu'il soit directeur de cabinet? Ça me donne trop de pouvoir. Bon, s'il y a un conseil, si c'est que j'ai dit va arriver à la présidence, mais je ne rêve pas. Hein? Eh bien, je dirais qu'il choisisse les meilleurs, qu'il pense, qu'il écoute sa conscience, qu'il regarde qui est compétent, qui a l'expérience. Hein? Ensuite, la probité morale doit peser. Voilà, ce sont là les critères. Poutine avait dit, une fois que tu es au pouvoir, l'exercice le plus difficile, c'est de trouver des gens qu'il faut pour ton entourage. Et cela est vrai pour tous les présidents. Donc, le président Félix n'échappe pas à cela. Maintenant qu'il a quand même une expérience d'une année, donc c'est beaucoup, je crois qu'il s'est fait une idée sur ses collaborateurs. Tous ne sont pas mauvais. Alors, comme je dis là, qui regarde, qui a le profil qui convient, l'expérience, la compétence, la probité morale et la loyauté, bien sûr, parce qu'en politique, il faut qu'il y ait la loyauté, sans quoi, bon, tu vas te faire crier. Isidore Tambouit, c'est comme si tu me disais aussi encore par rapport à l'influence américaine. Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est en rapport avec ce que tu avais dit avant ou quoi? Que je remonte un peu. Oui, par rapport à l'influence américaine. Écoutez, nous ne sommes pas... Les Américains dictent même des pays tels que les pays européens. Vous savez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous pensez que les Européens sont contents qu'il y ait des bases militaires américaines en Europe? Le Japon dont nous parlons, il y a une base militaire là-bas, la Corée du Sud. Cela n'a pas empêché ces pays à se développer. Donc, pour moi, les Américains ne viennent pas pour le matin, c'est eux qui s'élèvent, hein, c'est pas le gouverneur de la ville n'est pas américain.
Il n'est pas américain. Et d'ailleurs, il laisse toujours une marge de manœuvre à ceux qui dirigent. Mais c'est pour cela qu'ils tiennent les gens responsables de leurs actes aussi. Ce n'est pas eux qui viennent, qui disent, bon, prenez tout l'argent, hein, achetez des maisons à Dubaï, je ne sais pas, en Afrique du Sud, en Europe. Non. Qui d'autre? Nico nous dit, nous sommes en Suisse, il est 4h40. Oh, waouh, excusez-moi Nico. Je suis au bout du monde. Donc, le décalage, là, je me disais, parce que j'ai des choses à faire. Alors, je me dis, bon, que je fasse ce programme. Tu peux dormir et puis tu peux suivre ça après. Ne t'en fais pas, il ne faut pas faire une veillée pour ça. Ce n'est qu'une petite analyse. Mais ça me va tout droit au cœur que je sois debout pour suivre ça. Apparemment, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de commentaires. Il arrive que j'oublie quelqu'un, que je remonte un peu. Les gens de FCC sont en train de crier à l'ingérence. Mais ingérence, c'est seulement quand on prend des mesures comme ça. Mais ces gens-là, ils avaient sabré champagne quand Donald Trump avait gagné les élections. Les images existent. C'est un président américain. Pourquoi il sabrait champagne? Ils n'ont pas fait ça maintenant que Donald Trump est sorti indemne de l'impeachment. Et puis, sans l'influence des Américains, est-ce que nous, les Congolais, on aurait un président qui s'appelle Joseph Kabila? Donc, c'est quand on se retourne contre eux, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent nationalistes, panafricanistes. Pasteur David Lutete, ça fait longtemps. Il dit quoi? The chief of staff will not be removed. This will create a vacuum of power at Felix side. Donc, le pasteur dit, le directeur de cabinet ne sera pas enlevé ou démis parce que ceci va créer un vide de pouvoir à côté de Félix. Voilà, parce que je ne sais pas comment les pasteurs expliquent cela. Comment vide de pouvoir? Moi, je ne sais pas. Moi, je vois plutôt les choses en termes de l'alliance, hein, UNC-UDPS. Kamere est le président de l'UNC. C'est vrai que cette alliance, ce n'est pas au niveau des leaders de ces deux partis, c'est au niveau des deux partis, mais nous connaissons les partis au Congo. C'est un homme qui incarne un parti au Congo. C'est à ce niveau-là que ça peut créer des problèmes sur le plan politique. Mais le chef de l'État peut nommer quelqu'un d'autre comme directeur de cabinet. Il n'est pas irremplaçable. Et surtout, s'il est impliqué. Je dis si. S'il s'avère qu'il est impliqué. Il faut qu'on le change. Dominique Kambacho vous dit comment trouvez-vous les comportements du ministre des Finances depuis Denver? Oh, 20h45. Waouh, Denver. Merci, Dominique. Bon, j'ai suivi ce monsieur-là. Il me paraît un gars qui s'y connaît, intelligent, posé. Il a privilégié la discipline dans les dépenses, ce qui correspond à la cure que les FMI nous a recommandé. Mais maintenant, là, il y a des allégations comme quoi tout n'est pas orthodoxe comme on pensait. Bon, attendons. Il est dans un gouvernement. S'il est fautif, les présidents de la République, avec les premiers ministres, ils vont prendre des mesures à son encontre. Donc, voilà ce que je peux dire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'évidence, de manière définitive, je ne peux dire que ça. Ce n'est pas parce qu'on accuse quelqu'un que c'est forcément vrai, non. Et il ne s'est pas encore prononcé sur ça, donc
il aura certainement le temps de clarifier les choses devant la presse. Ok, il y a un vent terrible qui souffle ici. Je ne sais pas si ça passe par ce direct, mais je vous laisse. Je termine toujours en disant que nous devons prier. Mon point de vue a toujours été qu'il y a un espoir, mais nous devons entretenir cet espoir. Sinon, si nous ratons ce tournant, ce qui peut arriver après sera peut-être catastrophique. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc, continuons à prier, continuons à réfléchir, à proposer, à sensibiliser nos frères, surtout pour l'affaire des coronavirus. Personne n'a posé la question sur ça. Bon, je crois que tout le monde est bien informé. Bon, voilà ce que je peux dire. Ah, Tibi Murindo. Mais comment faire pour shut down toutes ces milices dans l'armée, les corrompus dans les entreprises, universités, écoles, églises et partout ailleurs? Voilà, tu as bien dit, c'est pratiquement dans toutes les structures de la société. Donc, c'est un travail qui doit se faire dans les temps, mais de manière efficace et constante. Donc, il faut que les gens sentent que le temps de l'impunité est passé. Et les nouveaux magistrats nommés, nous espérons, parce qu'on ne rêve pas, ils étaient dans l'appareil judiciaire quand Kabila était là. Mais nous espérons qu'ils vont comprendre qu'il y a un nouveau leadership et qu'ils ne vont pas continuer avec l'impunité. Voilà. All right. Marcel Pagnol vient d'entrer, il pose la question. Les FCC se plaignent des sanctions car ils savent qu'ils n'y sortiront jamais. Et parfois, c'est pour gagner la face, quoi. Vous pensez vraiment que ces gens-là, quand ils parlent, là, les Américains, même les Congolais, ils les prennent au sérieux? C'est pour sauver la face. Roger Massamba dit, France, 38 personnes atteintes de la maladie. Ah, voilà. All right. Toutes les bonnes choses. Continuez à prier pour notre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye.